le master droit du patrimoine culturel est dispensé à l'antenne de Cambrai. Cambrai est une ville très agréable et une ville d'art. Et c'est notre partenaire pour ce master. Alors, que vous dire donc du master droit du patrimoine culturel, sinon que maintenant nous délivrons le diplôme depuis environ 5 ans et que ce diplôme est, semble-t-il, très attractif. En tout cas, les étudiants aiment bien les enseignements que nous dispensons. Ces enseignements ont lieu à Cambrai, à l'antenne. Vous le verrez, l'antenne de Cambrai est située dans un secteur de la ville assez calme, le quartier de la Forêt, rue de Rambouillet. C'est calme. Il y a un petit restaurant universitaire qui est bien sympathique, avec un chef très sympathique. Et après tout, la recherche du calme aujourd'hui n'est peut-être pas quelque chose qui soit à négliger. Parlons maintenant des cours. Le master comporte 2 années, des matières qui sont enseignées en M1 et des matières qui sont enseignées en M2 et qui sont réparties en blocs de compétences. Vous trouverez, je pense, la maquette du master sur Internet. Globalement, en M1, nous délivrons les matières générales et en M2 des matières spéciales. Donc, M1 l'enseignement général, M2 l'enseignement spécial. Et comme vous le verrez, nos matières sont en grande partie confiées à des professionnels. Je parle par exemple pour le M2, vous trouverez le droit des archives qui est enseigné par Michel Sarter, qui est archiviste à Laon. Vous verrez le droit de l'archéologie dont l'enseignement est dispensé par M. Philippon, conservateur du patrimoine, et auprès de la DRAC. Le droit de la vente d'œuvres d'art qui est dispensé par Maître Watebled, président de la Chambre des commissaires-priseurs. C'est un enseignement nouveau pour cette année et c'est très, très intéressant car beaucoup d'étudiants sont intéressés par la fonction de commissaire-priseur, on va bientôt dire commissaire de justice, une profession qui allie l'art au droit. Vous avez Madame Madoni qui est architecte des bâtiments de France et qui va vous parler des monuments historiques et de la législation protectrice des monuments historiques. Vous avez Madame Secotti qui est responsable des affaires juridiques au musée du Louvre. Bref, vous le voyez, nos matières en M2 sont confiées à des professionnels. Alors j'ajoute, pour parler du M1 également, que nous avons en M1 Madame le conservateur du musée de Cambrai qui viendra vous parler de la muséologie, Monsieur Philippon qui également en M1 parlera des institutions culturelles. Et puis bien sûr, nous avons les matières d'art en M1 et en M2 confiées à Madame Marc, Edith Marc, qui est guide au musée des Beaux-Arts de Lille et auprès de la Fédération des Amis des Musées, et docteur en littérature et docteur en art, vous le verrez, donc elle connaît très bien sa matière et elle a l'art d'agréger autour d'elle tous les étudiants et elle transmet sa passion. Vous le voyez, alors notre master bien sûr ne néglige pas non plus les
les langues, nous avons un cours d'anglais et bien sûr des matières purement juridiques. Les matières de droit pur confiées par des universitaires, le droit de la propriété littéraire et artistique, le droit des biens, le droit pénal des biens, confié à M. Maréchal. Nous avons donc toute une série d'enseignements répartis donc sur ces 2 années, enseignements donc qui, encore une fois, concernent le droit du patrimoine culturel. Alors, que vous dire maintenant des modalités d'examen? Chaque enseignant est libre d'organiser dans sa matière les épreuves comme il l'entend. Chaque enseignant donc a toute liberté pour organiser les épreuves. Bon, de mon côté, j'enseigne en M2 donc le droit du corps humain et la notion de patrimoine. Je demande aux étudiants de faire des exposés écrits. Il peut y avoir des exposés oraux, il peut y avoir également des épreuves classiques, des examens classiques. Chacun donc est un peu libre d'organiser l'épreuve comme il l'entend. Étant précisé donc que les résultats sont publiés à l'issue de chaque semestre. Alors, que vous dire encore pour ce master, sinon que nous avons, il y a 2 ans, organisé un voyage en février pour tous les étudiants. Et c'est une expérience que j'aimerais de mon côté renouveler. Nous n'avons pas pu cette année, du fait du virus, faire ce voyage que l'on avait pourtant programmé. Nous avons cette année donc été contraints chacun de rester chez nous. Nous sommes restés chez nous pour l'enseignement à distance. Mais nous n'avons pas pu faire le voyage, mais on l'avait fait encore une fois il y a 2 ans. Les étudiants avaient bien apprécié. On avait fait une visite au musée de Calais, au musée du Touquet, au musée de Berck, et le tout sur une journée. Ça nous permet donc d'abord de nous rencontrer un peu mieux, et puis ensuite de faire voyager les élèves de M1 et de M2 ensemble, de manière à ce qu'il y ait une unité. Alors, je sais que les étudiants ont de leur côté constitué une association pour justement réunir tout le monde, pour qu'il y ait donc une synergie dans le master. Tout cela donc est fait. Nous essayons de faire au mieux. L'expérience du voyage, on la renouvellera l'année prochaine, parce que j'espère que l'an prochain, nous pourrons reprendre les enseignements tels qu'on faisait habituellement, en présentiel. J'espère donc que nous pourrons nous voir autrement que par écran interposé. Alors voilà, voilà donc quelques mots sur notre master. Alors, sur les professions que vous pouvez envisager, que le master prépare, aux professions de commissaire-priseur peut-être, sans doute, attaché culturel, membre du conservateur du patrimoine, conservateur de musée, tous les métiers de l'art, tous les métiers alliant le droit à l'art sont évidemment visés. Et donc, je vous renvoie à la maquette qui est, je crois, très, très claire sur la question, à la présentation que vous pouvez trouver du master sur Internet. Et vous avez également une présentation de l'antenne de Cambrai qui peut vous aider à voir un peu comment se présentent les choses. Alors voilà, je suis là, et Madame Orion, que vous voyez sur votre écran à mes côtés, est là également pour assurer donc le secrétariat sur place du master, et pour assurer également le contact avec les étudiants, entre les étudiants. Nous sommes là donc pour répondre à vos questions. Si vous en avez, vous n'hésitez pas. Je vois qu'il y a dans la salle d'attente, il n'y a plus personne dans la salle d'attente. Nous avons encore quelqu'un que voilà. Donc, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions si vous en avez.
Océane, vous avez peut-être une question puisque je vous vois. Oui, effectivement. C'était pour postuler. Donc, ça se passe par e-candidat, mais je voulais savoir s'il allait avoir un entretien ou quelque chose de plus que la plateforme, en fait. Alors, habituellement, nous procédons sur dossier. D'accord. Il n'y a pas d'entretien. Donc, alors, j'insiste sur la nécessité de faire une lettre de motivation très claire, bien rédigée. Hein. Nous attachons Mhm. grande importance à la lettre de motivation, hein, de manière à ce que, d'abord, on puisse vous connaître vos résultats universitaires, mais bien comprendre que c'est le master dans son aspect patrimoine culturel Mhm. qui est bien visé, parce que d'expérience, je vois quelquefois que nous avons des étudiants qui pensent que le master délivre des matières du droit du patrimoine. Et l'on fait donc abstraction de l'aspect culturel. Le droit du patrimoine, c'est le droit notarial. Je ne viens pas vous dire que c'est indifférent à la matière. Bon, d'ailleurs, nous avons dans le master Madame Crépy qui enseigne le droit de l'œuvre d'art dans ses aspects régimes matrimoniaux et droit des successions. Bon, c'est un aspect des choses. Mais le master, c'est bien le droit du patrimoine culturel. Donc, soignez la lettre de motivation. Alors, on me demande sur le chat, Margot me demande, bonjour, y a-t-il des TD en master? Et si oui, alors en M2, vous n'avez pas de TD. Alors, en M1, il y a eu cette année des TD qui ont été donnés en droit de la propriété industrielle et droit de la propriété littéraire artistique. Mais je pense que l'année prochaine, il n'y en aura plus, Madame Orion? Non, normalement, les maquettes sont là pour 4-5 ans. Donc, ça ne bougera pas, ça ne changera pas. En Master 2, c'est vrai, en Master 1, pardon, il y a beaucoup de TD quand même. Mais Master 2, il n'y en a qu'un seul, c'est l'anglais, bien entendu, et c'est tout. Il y a quelques cours en Master 1 quand même. Voilà. Est-ce que j'énumère, voulez-vous que j'énumère les matières qui sont à TD? C'est cours et TD en fait. Vous avez des cours sur Moodle et les TD, si on revient en présentiel à partir de septembre-octobre, donc il y aura des TD en présentiel, bien entendu. Est-ce que Et vous pour, voulez que enfin, pour j'énumère? compléter les propos, je pense que la question, si la question était est-ce que vous avez un choix de TD, en fait, c'est pas comme Non, vous il avez n'y a pas connu de en choix. France. Vous Il n'y avez a un pas de CM choix. et vous deviez choisir un TD associé. Là, en fait, c'est pas, vous avez quasiment aucun choix, je crois, dans ce master-là. Tout est obligatoire. Quand il y a un TD associé à un CM, il y a un TD associé à CM. Vous n'avez pas le choix du TD associé au CM. Les matières sont obligatoires en M1 et en M2. Bonjour, devons-nous avoir un bagage culturel très important ou au contraire, nous développerons-nous dans le master et s'il en faut préalablement, comment pouvons-nous l'enrichir? Le diplôme est ouvert aux personnes qui sont titulaires d'une licence, d'une licence en droit. Donc, pour entrer en M1, nous ne demandons pas comment dirais-je, de bagages complémentaires. Hein. Une licence en droit suffit. Et pour entrer en M2 directement, il suffit d'avoir un M. Encore une fois, vous pourrez enrichir vos connaissances artistiques avec le master, puisque, encore une fois, dans le cadre du master, vous avez des matières d'art qui vous sont proposées, hein, touchant à l'art. S'il vous plaît, j'oubliais que cette année, c'est comme c'est tout nouveau, j'oubliais que quand même, ils ont un choix, c'est-à-dire en fin à chaque fin de semestre, apparemment, pour le Master 1, ils ont un choix à faire qui est quand même important, soit compétences numériques, soit le stage.
mais en M1, c'est un peu juste faire un stage. On conseille aux étudiants de choisir PIX, d'accord? Par contre, au second semestre, ils peuvent faire un stage de 2 semaines minimum. En M2, c'est simplement qu'au semestre 4. Donc, soit ils ont un mémoire de recherche ou un module stage à choisir également. C'est tout. Oui, alors les stages, c'est évidemment fort important. À titre d'exemple, cette année, nous avons beaucoup d'élèves, d'étudiants qui effectuent leur stage dans des études de commissaire-priseur. Et ils sont très contents parce qu'ils découvrent une profession qui est une belle profession. Manipuler des œuvres d'art, c'est très enrichissant pour celui, il y a toujours quelque chose à découvrir, hein, c'est très bien. Alors nous avons des stages donc, dans les études de commissaire-priseur. Certains font leur stage dans un musée. D'autres encore font quelquefois leur stage dans des institutions culturelles. L'an dernier, nous avions la mairie de Cambrai qui avait accueilli des étudiants aux archives pour préparer des expositions, préparer des manifestations dans la ville de Cambrai. Bon, les étudiants ont toujours été contents de leur stage et m'ont toujours dit qu'ils apprenaient beaucoup. Et je crois que c'est vrai. Hein, je crois que nous avons eu il y a 2 ans des étudiants qui sont allés à l'étranger faire effectuer leur stage. Nous avons eu une étudiante qui est allée au Guatemala et effectuer un stage dans des services d'archéologie. Elle est revenue absolument enchantée. Elle a appris beaucoup et je crois que maintenant elle travaille auprès de l'ambassade. Si vous avez évidemment la possibilité d'effectuer un stage à l'étranger, c'est possible, il faut s'y prendre très tôt. Nous avions un étudiant également qui avait obtenu la possibilité d'être au Louvre à Abu Dhabi, au Louvre d'Abu Dhabi. Il n'a pas pu partir à la dernière minute parce que, pour des raisons extérieures, mais il avait fait des démarches, il avait pris des contacts et au départ, c'était d'accord. Alors voilà quelque chose qui doit être assez passionnant, hein, qui doit être très formateur, très enrichissant et on doit apprendre, j'imagine, pas mal de choses. Alors évidemment, les enseignants sont là pour vous aider, hein, ils sont disponibles. Parmi les manifestations, nous avons par exemple Monsieur Philippon en droit de l'archéologie qui chaque année amène ses étudiants sur un chantier de fouilles pour passer de la théorie à la pratique. Il le fait parce que le Nord est très riche en chantiers archéologiques. Et il y a, pas très loin de Cambrai, des choses à visiter. Vous avez le secteur de Bavé, le secteur de... et donc, il y a toujours des choses qui sont ainsi organisées pour essayer de passer de la théorie à la pratique. J'ai encore 2 questions. Du coup, je voulais savoir si il était obligé de faire un stage en dernière année de licence pour rentrer en M1 ou si c'était vraiment facultatif. Et aussi, combien il y a de places, en fait, pour le master. L'obligation, alors je réponds de Mme Sander et de Mme Orion, il n'est pas nécessaire de faire un stage en 3e année. Hein. Encore une fois, le master est ouvert à ceux qui sont titulaires d'une licence, c'est tout. Hein. D'accord. Si vous avez fait un stage, c'est très bien, mais enfin, je veux dire, ça n'est pas une condition de recevabilité. Alors, le deuxième élément de la question était, excusez-moi, Combien il y avait de places en M1? Ah, alors nous pouvons accueillir jusqu'à 35 étudiants pour le M1 et pour le M2. Hein. D'accord, merci. Alors, ce qui ne veut pas dire donc qu'il y a
on peut concevoir une liste d'attente, hein, parce qu'il est toujours très difficile de prévoir. Hein. Il y a des étudiants qui s'inscrivent et puis qui ne viennent pas. Bon, il y a une liste d'attente qui peut être établie. Cette année, nous avons des promotions. En M2, nous avons, je crois, 22 étudiants. Et en M1, ça doit être à peu près la même chose. Alors, y a-t-il beaucoup de candidatures en général? Il y a, oui, beaucoup de candidatures. L'année dernière, nous avions eu pour le M2, le MAN, nous avions eu plus de 100 dossiers. Alors, est-ce que c'est très sélectif? Très peut-être pas. Hein. Nous avons une sélection, mais qui n'est pas, comment dirais-je, trop marquée. Il y a dans la sélection toujours des dossiers qui sont mal orientés, si vous voulez. Hein, des personnes qui, par exemple, confondent droit du patrimoine culturel et droit du patrimoine, et dont on sent, lorsqu'ils font leur lettre d'intention, qu'ils n'ont pas du tout imaginé s'orienter pour des métiers vers la culture. Donc, la sélection se fait un peu aussi comme ça, si vous voulez. Qu'est-ce qui permet de valoriser un profil dans la sélection? Qu'est-ce qui permet de valoriser un profil dans la sélection? Bon, écoutez, dans votre lettre d'intention d'abord, vous rappelez la liste des diplômes que vous avez obtenus. Hein. Bon, vous faites état donc de vos diplômes, mais ensuite vous faites état donc de l'intérêt que vous portez au droit et à la culture et au métier de la culture. Encore une fois, c'est, je pense, l'essentiel de ce qui doit... C'est ce qui permettra en quelque sorte de guider la sélection. Expliquez-nous pourquoi vous êtes intéressé par le master droit du patrimoine culturel. Alors, l'insertion dans le monde du travail est-elle facile après le master? J'ai envie de vous répondre oui. Les métiers de la culture actuellement sont demandeurs. Monsieur Philippon me l'a dit à plusieurs reprises, parlant de la DRAC, hein, parlant de la Direction des affaires culturelles, il y a dans ce domaine-là des créneaux qui, je pense que tous les étudiants du master ont dû trouver quelque chose. Du coup, j'ai une question en lien avec ça aussi. Pour le métier de commissaire-priseur qui va devenir commissaire de justice en 2022, oui. Est-ce que c'est suffisant le master? Parce que du coup, sans faire la licence d'histoire de l'art, du coup. Alors, c'est la question qui est encore en suspens. Je n'ai pas de réponse pour l'instant à vous donner. Nous militons pour que le diplôme soit suffisant, comme vous dites, mais pour l'instant, nous sommes encore dans l'ancien système où, pour être commissaire-priseur, il faut avoir un diplôme de droit et un diplôme de l'école du Louvre ou quelque chose comme ça, enfin un diplôme du domaine de l'art. Alors, c'est le message que j'ai transmis à Maître Watebled, en lui demandant d'essayer de le faire passer auprès de la profession, hein, mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire que le master sera suffisant. Il devrait l'être, mais... Alors, hors situation sanitaire, l'enseignement est-il entièrement en présentiel ou enseignement hybride?
Alors, hors situation sanitaire, l'enseignement est en M2 entièrement en présentiel. En M2. En M1, il y a quelques matières qui sont enseignées dans le cadre de l'enseignement à distance. Pour ma part, j'aime beaucoup l'enseignement en présentiel, qui me paraît, rien ne remplace le contact physique, le contact avec l'étudiant. Alors actuellement, bon, la crise nous oblige à enseigner par ordinateur interposé. C'est mieux que rien, c'est déjà ça. C'est très commode. Enfin, c'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose. Alors, vous dire que on ne gardera pas de la période que nous traversons aujourd'hui, on gardera sans doute quelque chose quand ça ira mieux. Il n'est pas impossible qu'on gardera Zoom. Je ne sais pas, enfin, quand je dis on, je ne parle pas simplement du master du droit du patrimoine, mais on va garder de l'expérience que nous sommes obligés ici d'avoir avec le virus, on va garder quelque chose. Mais l'enseignement reviendra en présentiel, évidemment. Et donc en M2, tout se fait en présentiel. En M1, certaines matières comme le droit de la propriété littéraire et artistique, le droit dessins et modèles, enfin tout ce qui concerne les matières, donc les matières enseignées par Madame Blary, Michel Dupuis, etc. Tout cela se fait à distance. Est-il possible d'envisager un Master 2 en alternance? Madame Orion, est-ce que vous pouvez... Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Est-il possible d'envisager un Master 2 en quoi consiste le droit des bibliothèques enseigné en M2? Eh bien, écoutez, le droit des bibliothèques, comme son nom l'indique, concerne les bibliothèques, toutes les dispositions relatives aux bibliothèques, aux archives, au patrimoine sont contenues dans le Code du patrimoine, car il y a un Code du patrimoine qui a été constitué par... et donc, effectivement, il y a l'enseignement du droit des bibliothèques, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Cet enseignement a été autrefois confié aux bibliothécaires de Cambrai. Il ne l'est plus maintenant, c'est M. Leclerc qui l'assure, mais il prépare aux fonctions de bibliothécaire, que voulez-vous que je vous dise? Vous serez surpris de voir combien, par exemple, le droit des archives est riche, le droit des bibliothèques également, le droit des musées. Il y a tout un aspect qui vous échappe également et qui donne lieu à problèmes juridiques. Lorsqu'il faut faire voyager la Joconde, faire quitter la Joconde du musée du Louvre pour aller l'exposer dans un autre musée à l'étranger, il y a un contrat qui va se faire. Il y a des assurances qu'il faut prendre. Il y a des précautions juridiques qu'il faut prendre et des actes qu'il faut rédiger. Comment vous dire, ce sont des domaines du droit qui sont en général peu connus, mais qui sont très passionnants. Ayez donc la curiosité de feuilleter le Code du patrimoine. Le Code du patrimoine. Vous verrez. Rien qu'en le consultant, vous pourrez vous rendre compte de tout ce que l'on va vous enseigner dans le master. Et vous pourrez vous rendre compte également de combien c'est intéressant. Récupérer des œuvres d'art. Actuellement, on parle beaucoup de la spoliation. Ces œuvres d'art qui ont été prises pendant la guerre par l'ennemi, puis qu'il faut restituer. Tout ce que l'on découvre par hasard sur eBay, sur le marché de l'occasion, les œuvres qui ont été volées, les œuvres qui ont été contrefaites, que sais-je.
tout cela est vaste. Tout cela est vaste. Oui. Il faudrait d'ailleurs organiser, je pense, des conférences sur ces thèmes. On essaiera d'en faire, hein, faire venir à Cambrai des spécialistes pour peut-être un colloque. J'aimerais bien monter un colloque à Cambrai. Il faudra évidemment que le virus nous le permette. Et ça, c'est autre chose. Alors, une petite question pour Océane et Margot. Vous êtes étudiante à Lille ou à l'extérieur? Moi, je suis étudiante à Lille, du coup. À Lille, d'accord. Oui, moi aussi, à Lille. En L3, toutes les deux? Oui. Oui, à la faculté de droit, oui. Et donc, vous feriez l'île-Cambrai ou vous résideriez, vous continuez d'habiter à Lille et vous venez à Cambrai. Vous savez. Ça dépend du budget, je vois pour l'instant. Il y a des possibilités de train avec un abonnement pour les étudiants qui sont avantageux. Sinon, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui faisaient du covoiturage également pour se déplacer parfois à Cambrai, quoi. Mais ça, c'est à vous de voir. Ou trouver quelque chose sur Cambrai directement, comme vous voulez. Donc, c'est une petite fac agréable et très familiale également à Cambrai. Moins cher qu'à Lille, par contre, au niveau des logements et tout le reste. Surtout des logements. Bon, c'est à vous de voir. À moins que vous habitiez, restiez chez vos parents, ça c'est possible aussi, hein, c'est autre chose encore. Et les enseignants sont plus disponibles à répondre aux questions des étudiants parce que comme c'est une petite fac, ils sont toujours là pour les aider, pour répondre à leurs questions. Alors que bon, la fac de droit, je sais que c'est une usine, ils sont très nombreux les étudiants, c'est différent, mais c'est agréable. Oui, il est évident qu'il y a une différence entre faire cours dans un amphi de 800 personnes et être dans le master où il y a 15 ou 20 étudiants. Hein. Évidemment, par définition, on se connaît, hein, et par définition, donc, quand il y a un problème, eh bien, on le traite et puis c'est tout. Hein, on est entre nous. Hein. Bah, écoutez, n'hésitez pas à parler du master autour de vous. Hein. C'est important aussi de pouvoir avoir des amis qui vous suivent. Bon, c'est pas la même chose d'aller à Cambrai seul sans connaître personne ou d'être déjà intégré dans un petit groupe avec quelques-uns. Hein. Envie de connaissance, il n'y a pas de problème. En général, entre eux, il y a une bonne ambiance. Oui. Il y a eu une association d'étudiants qui s'est créée pour le master, hein, l'association Camaracom, je crois, hein, où les étudiants du master donc, ont marqué leur volonté d'être ensemble. J'espère qu'on pourra faire un voyage, ça j'y tiens beaucoup. C'était une belle expérience, on avait fait ça avec Madame Marc, enfin, c'était Madame Marc qui s'en était occupée, et c'était une bonne journée. Bon, on avait fait ça au mois de février. J'espère qu'on pourra refaire quelque chose comme ça. Indiscret, que désirez-vous faire comme emploi par la suite, suite à ce master? Qu'est-ce qui vous intéresse? Du coup, je voudrais faire commissaire-priseur pour ma part. Vous avez déjà une expérience chez un commissaire-priseur, non? Je vais faire un stage tout le mois de juin, en fait, à Saint-Omer. Ah, Maître Perrenne, alors? Oui, c'est ça. Oui, ben, je la connais bien. Oui, oui, d'accord. Je peux lui passer le bonjour. Hein. D'accord. Ah, ben, c'est bien. Elle est seule dans son étude. Enfin, c'est une... Oui.
Oui, oui, c'est bien. Elle fait des ventes intéressantes. Mm. Et vous, Margot, qu'est-ce que vous envisagez quelle profession? Eh bien, travailler dans une institution culturelle ou être responsable d'affaires culturelles dans une collectivité, par exemple, je ne sais pas encore exactement. D'accord. La campagne va commencer bientôt, je pense, pour les inscriptions, hein, Madame Orion. Oui, il me semble que c'est courant avril. Je ne sais plus exactement quand. Vers le 20 et quelques avril. De toute façon, c'est noté sur le site de l'université, je l'ai vu. Mais je ne me souviens plus exactement. On avait posé la question déjà hier. Je n'ai pas eu le temps de regarder encore à nouveau pour voir un petit peu quoi qu'est-ce. C'est du 26 avril au 26 mai. En tout cas, vous n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions complémentaires à me poser, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me faire un mail, il n'y a pas de problème. Hein, et on peut même rebrancher la caméra puisque mon cours de master à Cambrai est en permanence branché sur Zoom. Donc, il suffit on peut converser sans grand problème, sans difficulté. Est-ce que c'est possible d'avoir votre mail? Oui, alors Xavier, en petit caractère, Xavier.Labbe en petit caractère, sans accent, hein, Labbee, arrobase, univ-du6, lille.fr. Et si vous voulez donc me parler par visio, vous allez sur le site Cambrai et vous prenez mon cours Patrimoine et corps humain. Et il y a la caméra Zoom est là, qui peut être à tout moment branchée. Et donc, c'est encore plus simple, on se voit. Hein, et ça, comme ça, c'est plus simple encore que le téléphone. Je crois qu'on a fait maintenant le tour de la question. Bon, encore une fois, je suis à disposition de tout le monde, hein, par téléphone, par mail, par visio, par tout ce que vous voulez. Hein. Si vous habitez Lille pour vous rencontrer, même il n'y a pas de difficulté, vous pouvez venir me voir. Voilà, bah, écoutez, j'espère que nous nous reverrons en M1 hein, ou en M2 pour ceux qui rentreraient directement dans la deuxième année. En tout cas, bon, j'ai été ravi de vous voir, ravi de faire votre connaissance. Et encore une fois, je reste à votre disposition.